Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Oh oui, on s'intéresse à vos placements, votre argent, et on va essayer d'apporter des solutions à vous qui vous interrogez, qui nous interrogez même régulièrement pour savoir comment gagner plus d'argent. On vous répond avec Frédéric Durand-Bazin. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Bonjour Frédéric. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Le Particulier, ça n'a pas changé hein, toujours... Non, c'est toujours la même chose. Oh, toujours la même chose. J'espère que la semaine prochaine ça sera encore le cas. On vous souhaite aussi, a priori il n'y a pas de problème. Allez, on parle donc de l'argent de nos téléspectateurs et notamment d'assurance vie aujourd'hui. Les rendements des fonds en euros limitent leur baisse en 2012. Alors effectivement, tout au long du mois de janvier et de février, c'est la saison des résultats des contrats d'assurance vie en euros. Et là, la grande surprise, c'est de voir que finalement, les assureurs s'en sortent plutôt pas trop mal, comparé à ce qu'on pouvait craindre l'an dernier. Tous les spécialistes en 2011 avaient prédit une année 2012 catastrophique avec des baisses de rendement de l'ordre de 0,3 points. Alors bien entendu ils se sont à moitié trompés, on va dire heureusement, parce que finalement les fonds en euros sont quand même en baisse, ça c'est indéniable, mais la baisse est plutôt limitée. On est aux alentours de 0,15 centimes de rendement en moins en 2012 par rapport à 2011. Donc ce qui veut dire que l'an dernier, enfin en 2011, les fonds en euros ont rapporté environ 3%. Là, cette année, on s'attend, une fois que tous les résultats ont été publiés, à un rendement qui tourne autour de 2,85. Ça reste un placement qui est plutôt assez protecteur de l'inflation, on le voit sur le graphique. Ça ressort à 1,65% après inflation, parce que 2012 a été marqué quand même par une inflation plutôt légère, 1,2 points, ce qui veut dire que quand même l'assurance vie, qui draine 1200 milliards d'euros d'épargne, reste le produit sans doute le plus efficace pour lutter contre l'inflation. Et une baisse des rendements qui n'est pas aussi forte que ce que certains craignaient. Baisse des rendements qui ne frappe pas d'ailleurs tous les produits de la même façon. Alors ça, c'est l'autre leçon qu'il faut retenir de 2012, effectivement. C'est que les mauvais élèves de l'an dernier, finalement, ont sans doute atteint leur taux plancher en 2011. Et donc, en 2012, les contrats ont réussi à sortir des rendements qui sont à peu près en ligne par rapport à l'année précédente. Alors, c'est le cas de beaucoup de contrats distribués par les grands banques assureurs. On peut prendre par exemple Caisse d'épargne qui sort cette année pour Nuance 3D un taux de 2,50. On est peu ou prou dans ce que l'assureur, enfin la banque avait sorti l'an dernier. À l'inverse, les bons élèves de l'an dernier, finalement, subissent un peu plus la baisse que les autres. On a des baisses de rendement qui vont de 0,30, 0,40, voire un tout petit peu plus en termes de rendement. Parce qu'en assurance vie, c'est comme en bourse, quand on affiche de bonnes performances, ensuite on risque de reculer davantage que les autres ou... En fait, c'est pas systématique. C'est pas systématique. Ça veut surtout dire que... une partie des rendements ont été distribués l'année précédente et cette année, il restait sans doute plus grand-chose à distribuer aux assurés. Alors, juste pour donner à titre d'exemple, le fonds Opportunité d'ACMN Vie, qui est passé cette année de 3,50 à 3,15. Donc il a chute quand même. Il annonce une chute quand même de 0,35 points. C'est pas négligeable, c'est 2 fois plus que la moyenne. Bon, après il ressort à 3,15, donc au-delà de la moyenne. Donc finalement, c'est un peu plus volatile, mais avec des résultats qui sont un peu plus intéressants. Pourquoi aujourd'hui ce mouvement de baisse se poursuit ? Alors, le défi qu'ont dû affronter les assureurs, c'est les conditions de marché, qui n'ont pas été spécialement favorables en 2012. Alors, il faut le rappeler, les fonds en euros des contrats d'assurance vie ont cette caractéristique qu'ils garantissent à l'épargnant l'intégralité du capital. Donc, ce qui veut dire que le gestionnaire doit prendre le minimum de risques pour pouvoir... Ça limite les initiatives, quoi. Donc ça limite les initiatives et surtout, il est obligé d'investir dans des actifs qui, eux, sont peu ou pas risqués. C'est pour ça que la grosse majorité des fonds en euros sont investis dans les obligations à 50% d'État, à 50% d'entreprise. Et on l'a bien vu l'an dernier, les obligations d'État ont atteint des taux planchers. Hein. Le taux français était au niveau de 2% sur 10 ans. Pour les emprunts d'entreprise, pour les émetteurs les plus solides, on était aux alentours de 3,50. Donc ce qui veut dire que ces sommes-là n'ont pas permis d'offrir du rendement suffisant. Et l'autre difficulté des assureurs, c'est que régulièrement, ils voient leur stock d'obligations arriver à échéance en cours d'année. Donc les sommes qui ont été passées il y a 10 ans sont arrivées à échéance l'an dernier.
c'était des papiers qui étaient placés à plus de 5%. Et aujourd'hui, il faut les remplacer par des papiers qui rapportent plus que 2. Donc on voit bien qu'il y a forcément une dilution des rendements. Elle est mécanique. Le monde est cru. Elle est pour l'instant irréversible. Et pour les 10 prochaines années, on peut s'attendre encore à ce type de problématique. Ah oui, donc pendant 10 ans, les rendements vont baisser. Tant qu'on aura en stock du vieux papier plus rémunérateur que le papier actuel et qu'il faudra le remplacer, bien entendu que les rendements vont pas, en tout cas, repartir à la hausse. Et bien voilà, les prévisions à 10 ans sur l'assurance vie. La bourse, elle s'est quand même bien comportée. Le marché action s'est bien comporté en 2012. Est-ce que ça a un impact quand même sur l'assurance vie? Alors, ça a un impact, bien entendu, parce que les assureurs placent quand même une partie des fonds qui sont disponibles sur les marchés boursiers. En moyenne, 5%, certains assureurs peuvent aller jusqu'à 10%. Ils vont rarement au-delà parce que, comme on le disait tout à l'heure, ils doivent garantir l'intégralité du capital. Alors effectivement, quand la bourse se tient bien, l'épargnant en profite parce qu'il y a une hausse du rendement. Donc l'an dernier, le CAC a progressé de un peu plus de 15%, auquel il faut rajouter les 3% de dividendes, ce qui veut dire que du coup, le gestionnaire a eu un peu constaté sur les obligations. Il y a un autre point qu'il faut remarquer cette année et qui a été plutôt positif, c'est que les assureurs n'ont pas eu à refaire en 2012 ce qu'ils ont été obligés de faire en 2011 lorsqu'ils ont été obligés de passer des provisions pour dépréciation sur les actifs d'États à risque comme la Grèce. Oui. Ça c'était en 2011, on n'a pas eu le même genre de circonstances en 2012. Et non, ils n'ont passé aucune provision, ce qui veut dire qu'ils ont pu garantir l'intégralité de leur épargne, enfin en tout cas ils ont pu servir l'intégralité de leur épargne pour procurer du rendement. Donc ça c'est aussi la grosse nouveauté de 2012 par rapport à 2011. Oui. Donc au final, l'année 2012 a finalement été pas si mauvaise que ça, à tel point que beaucoup de compagnies n'ont pas distribué l'intégralité des produits financiers que leur portefeuille leur a procuré. Ils ont mis de côté pour préparer l'avenir. C'est une autre caractéristique. On sacrifie le présent un petit peu sur l'assurance vie pour préparer... Non, on garantit l'avenir. C'est un tout petit peu différent. Bien dit. Ils n'ont pas l'obligation de distribuer l'intégralité du capital. Ils peuvent doter une partie des rémunérations dans ce qu'on appelle la provision pour participation aux excédents. C'est on va dire une sorte de coussin que l'assureur a 8 ans pour redistribuer à ses assurés. Donc par exemple chez GMF Vie, c'est l'équivalent de 35 centimes de rendement qui a ainsi été mis de côté. Et la société dispose aujourd'hui de 1,6% de rendement en réserve. Ce qui veut dire que si les années suivantes continue à être dégradé comme on peut l'imaginer, l'assureur aura un petit coussin pour essayer de lisser cet effet. Même chose chez Massif Mutavie où ils ont mis 40 centimes de rendement de côté. Donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et ce qui veut dire qu'on peut être moyennement confiant dans l'avenir. Oui, alors justement, l'avenir, comment vous le voyez? Déjà l'année 2013, comment voyez-vous les rendements évoluer? A priori, si on vous suit, vous voyez une baisse pour les 10 ans à venir, 2013 aussi. Très certainement, les rendements vont continuer à baisser. Pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure, bien entendu, le remplacement du vieux papier par du nouveau papier moins rentable, ça va forcément peser sur les rendements. Et puis, les assureurs, de toute façon, n'anticipent pas une remontée violente des taux. D'ailleurs, je pense que personne ne l'anticipe aujourd'hui. Ce qui veut dire que ils sont même plutôt dans un scénario inverse où ils sont plutôt dans une situation où ils anticipent une récession et des taux d'intérêt bas pour les obligations monétaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les taux planchers de 2%, ils envisagent éventuellement qu'on puisse les enfoncer encore un peu plus. Ce qui veut dire que même si les marchés boursiers se tiennent bien, et qu'en contrepartie, la bourse continue un parcours qu'on espère plutôt positif. Je crois que les spécialistes envisagent une année 2013 qui pourrait être l'équivalent ou à peu près de ce qu'on a connu en 2012. On aura quand même une base de rendement. Bon, il y a à peu près consensus. Ouais. Oui, mais le problème, c'est que le consensus a souvent tort. Ça, on se donne rendez-vous dans un an pour en tirer le bilan, effectivement. Ouais. Mais bon, voilà. Donc on peut imaginer que en 2013, on aura des rendements légèrement en baisse, de l'ordre de 2,5 à 2,6% de rendement contre 2,85 cette année. En fait, on espère qu'une seule chose, c'est de se tromper. Est-ce que ça veut dire que pour l'avenir, il faut se détourner finalement de ces fameux fonds en euros si on veut pimenter un peu son contrat d'assurance vie? Alors là, il faut être très sélectif et surtout, il faut regarder c'est ce qu'on envisage de faire avec son contrat d'assurance vie.
toute façon, la plupart des professionnels, et nous aussi, nous pensons que les fonds en euros vont continuer à préserver le pouvoir d'achat de l'épargne. C'est-à-dire qu'avec une inflation à 1,2%, on voit très bien quand même qu'avec des rendements, même s'ils devaient chuter à 2,4, on aurait quand même un rendement positif, ce qui est quand même suffisamment rare pour le noter. Et puis surtout, la valeur de l'épargne, elle ne peut jamais baisser. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment un fonds dans lequel on ne prend aucun risque. Donc, évidemment, la contrepartie de l'absence de risque, c'est sans doute un moindre rendement. Dans ces cas-là, c'est vraiment le seul rendement le seul produit qui aujourd'hui peut rivaliser avec le livret A ou le Codévi, enfin le LDD. Et puis surtout, l'avantage par rapport à ces deux produits, c'est que les placements ne sont pas plafonnés. Donc oui, les fonds en euros, ça reste une solution idéale, notamment pour les personnes âgées qui envisagent une transmission de leur patrimoine, donc qui ne veulent pas que leur épargne soit écornée. Peut-être que pour les plus jeunes générations qui ont, elles, 20 ou 30 ans d'horizon devant elles, il est peut-être temps d'envisager autre chose que les fonds en euros. Alors justement, est-ce qu'il y a des contrats en assurance vie qui permettent un meilleur rendement que les fonds en euros pour les plus jeunes ? Alors, pour ceux qui aiment le risque, quoi. Alors, ceux qui aiment le risque peuvent effectivement essayer de pimenter un petit peu leur contrat, à la seule condition que leur contrat soit un contrat multi-support, c'est-à-dire qu'il offre une palette de supports, pas simplement le fonds en euros, mais des unités de compte, c'est comme ça qu'on appelle ces supports-là dans l'assurance vie, des unités de compte qui, elles, sont investies sur les marchés boursiers. Donc, l'idée, c'est de pouvoir placer une partie de cette somme par des arbitrages sur ces unités de compte. L'an dernier, la Fédération française des sociétés d'assurance a remarqué que ces unités de compte avaient procuré en moyenne un rendement de 12,5%. Donc c'est plutôt assez intéressant. Mais bon, évidemment, la contrepartie de ce haut de rendement, c'est le risque qu'on y prend. Parce que si la bourse se retourne, c'est des pertes qu'on risque. Parce que là, il n'y a aucune garantie sur le capital, sur les unités de compte. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, à la différence des fonds en euros. Donc oui, la diversification, c'est quelque chose qui peut payer. En plus, les unités de compte sont aujourd'hui suffisamment variées pour avoir un vrai panel de placements. Alors, on peut aller gentiment, par exemple, sur des fonds immobiliers. Bon, les fonds immobiliers, ça va rapporter un peu plus de 4%. C'est mieux que les fonds en euros. C'est moyennement risqué. Parce qu'il faudrait vraiment que le marché immobilier se retourne totalement pour que l'affaire se solde par une perte. Après, on peut aller sur des fonds un tout petit peu plus risqués. Nous, on aime bien les fonds dynamiques ou les fonds flexibles. Qui ont sorti des performances qui étaient plutôt pas trop mal en 2012. Et puis, pour les purs et durs, pourquoi pas aller sur des fonds investis purement en actions, sur des marchés plus ou moins exotiques. Mais ça, c'est vraiment au risque de l'investisseur. Bon, vous nous avez présenté là rapidement quelques produits qui sont à même de booster un petit peu la performance. Maintenant, tout à chacun est en droit de se poser la question du réglage un peu plus fin, quoi. Grosso modo, où est-ce qu'on positionne le curseur entre de la sécurité et du risque pour ne pas risquer d'y laisser sa chemise? Alors là encore, effectivement, c'est en fonction de l'appétence de l'épargnant au risque. Il y a un réglage optimal ? Il y a des réglages optimaux. Je vais vous les donner, je vais vous donner la recette. Vous allez voir. On a fait une simulation aux particuliers pour essayer de voir, finalement, sur 3 durées de placement, 5, 10 et 20 ans, quelle était la part d'actions que je pouvais allouer dans mon contrat, en imaginant que sur cette période de référence, en prenant un indice de perte maximum, comment je pouvais la compenser avec mon fonds en euros. Donc on a pris comme hypothèse que les fonds en euros allaient servir de 50% sur la période de référence, par an sur la période de référence. Et sur les périodes de 5, 10 et 20 ans, on a regardé en arrière, on a fait un backtesting, on a regardé quelle avait été la plus forte perte du CAC sur cette période. Et on a appliqué ça à notre schéma. Bon, c'est un peu compliqué, mais ceci dit, ça donne des résultats qui sont assez intéressants. Donc, par exemple, pour un placement à 5 ans, si vous avez 5 ans devant vous, vous pouvez allouer 11% de votre assurance vie en unité de compte. Vous ne perdrez pas d'argent, statistiquement. Vous ne perdrez pas d'argent. Vous ferez même un gain compris entre 7% si la bourse fait le pire score sur les 40 dernières années, et vous pourrez gagner jusqu'à 40%. Voilà, donc si elle fait le meilleur score qu'elle a connu au cours des 40 dernières années. Donc ça, c'est avec 11% en actions. 11% en actions sur 5 ans. Et donc 89% en fonds monétaire. Si vous avez une durée de placement un peu plus longue, 10 ans, là, vous pouvez mettre plus d'unités de compte. Vous pouvez mettre 21% d'unités de compte. Vous ferez un gain compris entre 11% sur la durée et 90%.
Et si vous avez encore plus de temps devant vous, Forcément un gain ? là vous ferez forcément un gain. D'accord. Parce que à peu près 80% des fonds en euros, de toute façon, continueront eux à produire des intérêts. Et à 20 ans, alors c'est formidable, si vous avez 20 ans devant vous, on a regardé en arrière, il n'y a pas de période de bourse, il n'y a pas de période sur les 40-50 dernières années où la bourse a connu une chute sur 20 ans. Donc ce qui veut dire que si vous allouez 37% de votre fonds en unité de compte, vous ferez un gain compris entre 37% dans le pire des scénarios et 340% dans le meilleur des scénarios. Bon. Donc tout ça, On rappelle qu'on est dans la statistique, mais bon. On est dans la statistique. Ça offre un éclairage. On a fait que regarder ce qui s'était passé les années antérieures. Et on a pris les scénarios les plus extrêmes. Donc on peut imaginer que la réalité, elle sera entre ces deux bornes. Ouais, l'assurance vie, c'est mieux que le loto. Oui, c'est mieux que le loto. Ça peut l'être. Tout est question de réglage. Surtout plus de chances de gagner qu'au loto. Ça, c'est sûr. A priori, oui. Allez, Frédéric, merci beaucoup. On se retrouve dans quoi ? Dans un quart d'heure ? Avec plaisir. On répondra ensemble aux questions de nos téléspectateurs. Envoyez-nous vos questions, vos nombreuses questions sur votre argent. On y répond chaque jour à 12h05. Vous pouvez nous les envoyer sur notre site bfmbusiness.com. Le CAC, plus 1,02%. Jusqu'à 12h30, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et on se penche sur la gestion collective à présent avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Et on répond à une téléspectatrice qui nous interroge en fait sur son PEA. Elle a entendu qu'on pouvait mettre des obligations dans son plan d'épargne action, c'est vrai ? Alors, pas directement des obligations, mais des fonds obligataires, oui. Alors le PEA, c'est le plan d'épargne en action. On le rappelle, ça a des avantages fiscaux, puisqu'on est exonéré sur les dépassements de seuil de cession, on a une exonération sur les plus-values, on peut sortir en rente, etc. Bon, la contrainte, en contrepartie, c'est qu'il faut garder le PEA entre 5 et 8 ans, et puis on ne peut mettre dans le PEA que des produits actions européennes. Moyennant quoi, certains fonds obligataires sont éligibles au PEA. C'est le cas, par exemple, du fonds Étoile Obligation, qui est éligible au PEA. On va trouver aussi des fonds monétaires qui sont éligibles au PEA, comme le fonds Allianz Sécurité PEA, AXA PEA Régularité, Natixis Monétaire PEA, etc., etc. Donc oui, dans son PEA, via une petite astuce, on peut mettre autre chose que des actions. Quelle est cette petite astuce ? Alors c'est ce qu'on appelle un swap de performance. Si je lis ce qui est écrit dans le prospectus du fonds, eh bien qu'est-ce qu'on me dit ? On va mettre 75% d'actions de la communauté européenne dans le fonds, ce qui de ce fait me permet d'être éligible au PEA, j'ai bien des actions, et puis on va faire un swap de performance. Et bien là, je trouve sur le marché une contrepartie, je lui dis j'échange la performance du CAC 40 ou de l'Eurostock 50 contre la performance soit du monétaire, soit d'un panier obligataire. C'est ça le secret, c'est un swap de performance. C'est avec la même astuce qu'on peut mettre dans un PEA des actions étrangères ? Absolument, vous avez un fonds qui s'appelle Fédéral Indiciel US. C'est un fonds qui est éligible au PEA, et là, vous avez la bourse américaine. Alors, avec le développement des ETF, on a de très nombreux fonds ETF, actions normalement pas éligibles au PEA, qu'ils deviennent. Si vous voulez jouer la Chine dans le cadre de votre PEA, vous allez vous tourner vers Amundi ETF MSCI China. Si vous voulez jouer la Russie, le Lyxor ETF Russia. La région Asie-Pacifique, Easy ETF Dow Jones Asie-Pacifique, et l'Inde, la Corée, l'Amérique latine, l'Égypte, le Koweït deviennent maintenant accessibles dans le cadre de votre PEA, ce qui est réellement novateur. Bon, c'est tout ce qu'on pouvait dire ou un dernier conseil ? Alors un dernier conseil, c'est bien de faire de la diversification, c'est bien de mettre des choses différentes dans son PEA, moyennant quoi on est quand même dans certains cas sur des classes d'actifs exotiques, comme l'Égypte, la Corée, le Brésil, la Russie, donc il faut y aller quand même à dose homéopathique. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini, donc consultant chez MCV France. Et le CAC, Cédric, qui progresse toujours. C'est une belle séance, là. On se fait plaisir sur les marchés. CAC 40 qui gagne plus d'1% après un indice Zoo allemand largement supérieur aux attentes au mois de février. Il a atteint 48, c'est un plus haut de quasiment 3 ans. Restez avec nous, bien sûr, on va continuer d'en parler. Vous retrouverez dans un instant d'ailleurs le journal de l'économie. Ce sera avec Aurélie Planex. Et puis nous, on se retrouvera juste après avec Cédric pour répondre à toutes vos questions sur votre argent. Envoyez-les nous sur notre site bfmbusiness.com et on va y répondre donc très concrètement. À tout de suite. Ce soir, 19h.